Bienvenue pour ce dernier débat de nos rencontres d'Eurogip de cette année, 100% digital, et vous le verrez avec beaucoup d'invités pour parler de ce sujet d'importance qui est celui de l'instauration d'une nouvelle culture de prévention. C'est pourquoi, je le disais tout à l'heure, je le rappelle, cette table ronde finira un peu plus tard. Elle était prévue de finir à 16h, elle finira un tout petit peu plus, vers 16h15, 16h20, donc on vous prévient tout de suite. Vous pourrez encore, bien évidemment, et vous pouvez encore poser vos questions, faire vos remarques, vos commentaires, ils nous sont véritablement précieux. On a vu dans la précédente table ronde qu'il était possible d'agir de manière ciblée avec ce que sont les leviers habituels de la prévention, que sont les inspections, que sont la formation, que sont le management du risque. Mais pour inscrire cette démarche de prévention de manière pérenne, il faut aussi aller au-delà. Il faut aller au-delà pour passer outre des personnels qui sont souvent pris dans des postures sacrificielles, faire passer outre des organisations qui gèrent la pénurie, gèrent le manque de moyens en continu et qui font que les dispositifs, au bout d'un moment, peuvent s'étioler. L'enjeu pour cela, il a été dit un peu dans la matinée de manière direct parfois ou indirect, c'est celui véritablement de l'autonomisation des personnels, l'autonomisation des bénéficiaires aussi, pour instaurer une vraie culture de prévention partagée et concertée. Cette autonomisation, on va voir qu'elle peut se jouer à différents niveaux de l'activité du secteur, dans la relation de soins, elle peut se jouer dans l'accompagnement des aides techniques et des dispositifs de prévention, elle peut se jouer aussi dans l'organisation du travail. On va en parler avec nos intervenants que je vais vous présenter tout de suite. Emmanuel Chignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'EHPAD de Terre-Nègre. C'est l'un des plus grands établissements de France. Il est situé au cœur de Bordeaux. Et vous y avez engagé un projet bien nommé La Blouse sans le blues, qui est destiné à accompagner la montée en compétences autour des appareillages techniques. On en parlera. Annie de Vivi, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes gérontologue, fondatrice du site bien connu Âge Village, qui est un site qui s'adresse à la fois aux seniors et aux bénéficiaires sur les problématiques du grand âge. Et puis aussi directrice des formations en humanitude. Vous nous expliquerez un peu ce qu'est ce concept d'humanitude qui, là justement, dans la relation de soins, veut restaurer les capacités, l'autonomie, une nouvelle approche du bien-être et aussi de la prévention des risques, on en parlera. Dominique Villa est avec nous en duplex. Bonjour Dominique Villa. Bonjour à tous. Alors, directeur général de l'association AidN, c'est une structure de soins à domicile déployée dans le département de l'Aisne, donc, où vous innovez, on peut le dire, à tout va et avec une vraie énergie exemplaire. Pour ceux qui vous connaissent, ils ne me démentiront pas, pour repenser les organisations, pour développer l'autonomisation des personnels. On verra comment et avec quelle fougue. Nous aurons également le témoignage en vidéo de Paul Fuchs, Fraunhofen, il est ergonome et coordinateur du projet Prévention 4.0 conduit en Allemagne pour développer des solutions innovantes dans une démarche participative associant des chercheurs et des personnels d'établissement. Nous aurons aussi avec nous le regard éclairant de deux membres de la Commission nationale des accidents du travail et des maladies professionnelles, la KTMP. Avec nous Ronald Schuller, bonjour. Bonjour. Premier vice-président de l'instance, habitué de ces débats auxquels il apporte toujours un regard sage, éclairé et engagé. On vous écoutera avec passion et attention. Et avec nous aussi Ghislaine Rigoureux-Belayashi, membre aussi de la KTMP, chef du département tarification et contentieux des ATMP à la Fédération française du bâtiment. Vous nous apporterez votre regard d'expert à la fois sur la tarification et aussi sur la manière dont cette culture de la prévention se déploie dans le bâtiment et les résonances que ça a avec tout ce qu'on se dira là. On va commencer avec vous, Emmanuel Chignon. On était tout à l'heure dans la région parisienne avec l'EHPAD d'Alexandre Vernet. On va maintenant du côté de Bordeaux avec celui de Terre-Nègre, avec là aussi quelques photos qu'on va voir défiler qui racontent cet établissement doté de 400 lits, d'un terrain de 2 hectares, un établissement qui a plus de 200 ans d'âge, auquel vous avez vraiment travaillé à donner une forte identité avec des bâtiments rénovés, si on peut voir les images, voilà, avec aussi un village d'activités qui regroupe plein de types d'activités différents. En quelques mots, comment est-ce que vous définiriez l'esprit, l'identité de cette EHPAD ? On parle surtout d'un village, vous l'avez dit, compte tenu du nombre de résidents que l'on accueille, de son parc, d'une surface importante, d'une chapelle au milieu. C'est vraiment un esprit de village.
C'est aussi un des marqueurs de l'histoire sociale de Bordeaux. Voilà, c'est une des établissements bien connus des Bordelais et de la métropole. C'est une association à but non lucratif et reconnue d'utilité publique. Vous l'avez dit, elle a été créée en 1827, soit près de 2 siècles. Sa création a été initiée pour loger les sans-abri de l'époque. Et tour à tour, elle a été dépôt de mendicité, lieu d'accueil et de travail. Ternec s'est transformé progressivement en lieu d'accueil pour personnes âgées, pour devenir, il y a une vingtaine d'années, un EHPAD comme beaucoup d'établissements de ce type aujourd'hui. Alors voilà. Vous êtes arrivé, vous, en 2017 à la tête de cet établissement, et quand vous êtes arrivé, le climat, on peut le dire, n'était pas tout à fait évident, notamment sur ces questions de sinistralité et aussi d'enjeux sociaux. Il y avait des grèves, il y avait avec un climat social dégradé, il y avait un absentéisme endémique, il y avait une sinistralité galopante et une double injonction de la CARSAT pour coiffer le tout. Le taux d'absentéisme, juste pour chiffres, c'était un taux d'absentéisme moyen de 22,6%. Alors, gérer un EHPAD avec 22,6% d'absentéisme, c'est assez acrobatique, j'imagine. Qu'est-ce qui explique qu'une telle sinistralité perdurait, malgré notamment les injonctions de la CARSAT? Et est-ce que c'était aussi lié finalement au fait que le climat social lui-même était dégradé? Moi, j'y vois vraiment deux raisons principales. La première, c'est que culturellement, dans notre secteur, depuis la loi de rénovation de l'action sociale de 2002 dans les EHPAD, la réglementation, elle est quand même largement tournée, et c'est bien, vers l'usager, vers la qualité de prise en soin de ce qu'on appelle nos résidents. Mais sur notre établissement, comme sur nombre d'établissements, la culture de la prévention, elle est insuffisamment prise en compte, insuffisamment présente. Et sur Terre-Nègre, c'est vrai que la situation était particulièrement compliquée, vous l'avez mentionné. La qualité de vie au travail des salariés, moi que j'appelle des aidants salariés, elle n'était pas une composante mise en avant. Et quand vous avez un établissement comme la photo que l'on voit, qui rénove 250 lits sur ces 400 et pour lequel aucun aspect QVT n'est intégré à cette rénovation, ça veut dire que la QVT est absente. Voilà. Donc on partait je pense qu'il y avait cette double composante, à la fois culturelle à notre secteur, et puis des marqueurs forts sur l'établissement. Et la gouvernance de l'établissement, ça joue aussi le fait que le climat social soit difficile, que les salariés aient du mal peut-être à trouver leur place? C'est sûr que la gouvernance, elle joue. Elle joue parce que si la direction porte cet enjeu fort de développer une culture de la prévention, une culture de la qualité de vie au travail, et puis que derrière on y met des moyens et qu'on déploie des projets, c'est vrai que le climat social, et on l'a vu là sur ces 4 dernières années, s'en trouve profondément modifié. Alors vous avez vraiment basculé et renversé un peu la tendance, diminuer par 2 les nombres d'accidents du travail, diminuer par 2 l'absentéisme, pas de grève. On va voir notamment à travers ce programme La blouse sans le blues, comment vous avez conduit cela. En quoi la sinistralité pour vous c'était un enjeu important pour restaurer l'esprit, restaurer ce climat social au sein de l'établissement? La lutte contre la sinistralité des accidents de travail, je pense que c'est un des enjeux clés aujourd'hui sur nos établissements. C'est véritablement un enjeu central. C'est un enjeu de pénurie de personnel uniquement ? Non, pas uniquement. Moi, ça fait 13 ans que je suis directeur d'EHPAD. Je vais être assez honnête. Pendant des années, j'avais un faible niveau de maturité sur ce sujet. C'est à la faveur d'un poste transverse où j'étais quand même un peu en recul du terrain, de l'opérationnel, que j'ai eu à travailler sur ce thème et que j'ai pris conscience de la situation alarmante sur notre secteur. Et donc la question, c'est comment un soignant peut prendre soin des résidents si l'institution ne prend pas suffisamment soin de ses équipes. Si le quotidien des soignants, c'est l'usure, c'est la pénibilité, c'est l'accident du travail. Voilà. Donc investir dans la sinistralité ou dans la prévention, c'est vraiment ce levier hyper fort pour donner de la reconnaissance aux soignants, à ses conditions de travail, et lui permettre du coup plutôt de mettre son énergie au service des résidents et donc de redonner du sens à son quotidien. Voilà.
Alors ça, vous l'avez mené notamment à travers ce programme emblématique. Le nom, déjà, moi, je trouve, c'est une réussite en soi, hein, la blouse sans le blues. Et c'est un programme d'une assez folle ambition, puisque du coup, il accompagne l'équipement de l'établissement en appareils, notamment des rails, des appareils automatisés. Et plutôt que juste de mettre les appareils et puis de laisser les gens se débrouiller avec, vous avez mis en place tout un système, puisqu'il y a eu l'embauche d'une ergonome, une salle d'entraînement qu'on voit d'ailleurs à l'écran, dédié pour se former à ces appareils. Vous avez mis en place tout un travail de groupe de travail aussi autour de ça. Et puis une identité visuelle qu'on va voir. D'ailleurs, il y a un logo, il y a une gazette de la blouse sans le blues qui existe. On la voit s'afficher en haut, là-bas. Quels étaient les... Quelle a été pour vous l'ambition de ce programme-là et comment est-ce que vous l'avez mis en route, en œuvre ? Et en fait, le cœur du projet de la blouse sans le blues, c'est vraiment réduire la pénibilité, l'usure professionnelle, les accidents du travail chez les soignants. C'est vraiment, et ça passe par le déploiement massif de dispositifs de mobilisation, de matériel. Voilà. Alors pour que les salariés, les cadres de santé, les infirmiers, les aides-soignants s'approprient cette démarche et ces nouveaux outils, voilà, qui sont massifs, qui demandent de la technicité, qui demandent de la formation. Pour avoir cette adhésion, on s'est appuyé en fait sur un triptyque assez classique, c'est-à-dire communiquer, former, déployer. Communiquer, vous l'avez dit, c'est une gazette régulière. Voilà, on a fait un petit journal avec nos moyens, et voilà, mais on a fait un petit journal. On a créé un logo. On a mis en fait une marque reconnaissable sur notre établissement, qui reste quand même de taille modeste. On n'est pas dans un énorme CHU. Mais voilà, on s'est fait un petit logo, une marque reconnaissable. L'affichage des courbes de sinistralité dans les salles de transmission, de voir que les résultats progressivement, trimestre après trimestre, étaient là. Et puis informer sur le calendrier des différents matériels déployés. Voilà. Donc ça, c'est pour la communication. Et puis former. Donc on a formé des acteurs PRAP2S, tout le monde connaît ce que c'est aujourd'hui, des animateurs prévention. Et puis former massivement aux technologies déployées. Et enfin, déployer massivement du matériel. Donc ça a été un des gros enjeux. La CARSAT nous a accompagnés, l'ARS Nouvelle-Aquitaine nous a accompagnés. On a mis ça au cœur de la stratégie d'investissement de l'établissement. Et sur 4 ans, on a investi 260 000 €. Voilà. Donc c'est vraiment ce triptyque communiquer, former, déployer qui progressivement a permis que ce projet voit le jour et se déploie. Cette salle d'entraînement que l'on a vue, en fait, tous les ans, il y a une remise à niveau de l'ensemble des personnels. Ils y vont pas qu'une fois, hein, ils y retournent régulièrement, faire des formations, des compléments de formation. Donc il y a vraiment une volonté d'inscrire ça dans le temps. Il y a un enjeu clé qui revient. Ce mot, je l'employais tout à l'heure, je vais l'employer beaucoup, l'autonomisation. Dans quelle mesure la réussite de ce programme, c'est aussi l'autonomisation des personnels dans le déploiement de ce programme, hein, dans leur participation à la blouse sans le blues, et aussi dans la manière dont après ils vont être gérés ces équipements techniques. En fait, vous pouvez reposer la question si vous voulez. Dans quelle mesure c'est l'autonomisation aussi, l'autonomisation des personnels quand ils vous ont accompagné dans la mise en place du programme, hein, parce que vous avez vraiment travaillé avec eux, et puis dans la manière dont aussi après ils gèrent les aides techniques eux-mêmes. C'est à la fois l'autonomisation et puis c'est aussi il y a un enjeu d'autonomisation et puis il y avait l'idée de faire tomber les résistances internes. C'était vraiment une situation importante. Et on peut pas dire qu'il y avait des résistances internes sur l'établissement, mais il y avait quand même une acculturation progressive à tous ces dispositifs de mobilisation. C'était vraiment essentiel. Donc il y avait la nécessité de faire évoluer, les mentalités, de faire prendre conscience de l'importance que peut avoir le déploiement de ces dispositifs-là. Voilà. Et ce, chez les syndicats, chez les cadres de santé, sur une grande partie des salariés. Donc vous l'avez dit, c'est un travail qui s'opère sur le temps long. Voilà. D'où la création de cette salle de formation. L'idée, c'est de se dire, on fait des formations incendie tous les ans obligatoires, alors qu'on ne se sert pas tous les jours des extincteurs. Pourquoi ne pas faire une salle de formation où en fait on ritualise et on rend obligatoire ce recyclage pour que les salariés de nouveau
puisse maîtriser complètement tous ces dispositifs-là. Voilà. Il y a cet aspect-là, et puis surtout continuer à former tous les ans des acteurs PRAP2S. Je pense que c'est aussi essentiel. Voilà. Tous les ans, on forme une douzaine d'acteurs PRAP2S sur le site. Il y a au-delà de ce programme-là une vraie culture, l'ancien ingénieur informatique que vous êtes d'ailleurs, il y a une vraie culture de l'innovation que vous essayez d'instiller dans cet établissement. Vous dites qu'il y a une vraie veille technologique qu'on doit faire pour être à l'affût de plein de nouvelles innovations. Comment est-ce que vous essayez de déployer cette culture de l'innovation ? En fait, on constate qu'il y a beaucoup d'innovations sur les dispositifs de prévention et de réduction de la pénibilité dans notre secteur de la personne âgée et du handicap. Voilà. Moi, je reste très sensible au fait qu'il faut rester en veille technologique, y consacrer un petit bout de notre temps, voilà, d'y associer les équipes, vraiment les équipes terrain, comme nous le faisons depuis le début. Je vais donner un exemple pour 2021. On mène une étude sur les dispositifs qui permettent de réduire la pénibilité sur la pose des bas de contention et d'accroître le confort du résident. Voilà. Et à la clé, une fois qu'on aura fait cette étude de marché, qu'on aura regardé les solutions, on déploiera avec les soignants, avec le choix qu'ils auront fait, on déploiera un dispositif de ce type par chariot soignant. Voilà. Alors l'autonomie en voie, elle peut aider à créer une vraie culture de prévention dans la gestion des dispositifs de prévention, des aides techniques. C'est aussi un enjeu, cette culture de prévention, dans la relation de soins. Cette relation de soins, je voudrais qu'on en parle avec vous, Annie de Vivier, et la manière dont on peut justement en faire le support d'une vraie culture de prévention. Vous avez créé, je le disais, en 2000, Âge Village, c'est ce site pour résidents et personnels de maisons de retraite. Puis vous avez développé à partir de là ces formations destinées au personnel, aussi des labels pour les établissements autour de ce concept d'humanitude dont on va parler un peu. C'est avec un grand succès, j'avais lu, qu'en quelques jours, les formations permettent de réduire jusqu'à 83% des troubles de comportement chez les résidents, donc c'est un succès fort. À l'origine, ce concept d'humanitude, il faut revenir un peu, on est dans les années 80, c'est 2 professeurs d'EPS qui sont mandatés par, je crois, l'Éducation nationale pour aller réfléchir à comment réduire le mal de dos chez des soignants. Ils arrivent, ils essaient de faire le truc, ça marche pas trop, ils développent le concept de l'humanitude. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à ce concept-là et qu'est-ce que vous avez repris de leur enseignement dans le monde, justement, du grand âge ? En fait, ça vient complètement en écho à ce que monsieur vient de dire, c'est que les auteurs sont des éducateurs, sont des enseignants. Ils ont l'humilité d'être dans le mouvement tout le temps, d'être dans la vie, d'être dans l'action et d'être dans la recherche de verticalité. Et ils arrivent dans un milieu où ils découvrent quelque chose qu'ils connaissent pas et puis qui les interroge. Et ce que je pense être génial dans leur approche, ils s'appellent Yves Gineste et Rosette Marescotti. Ils sont pas du tout québécois comme on peut parfois le penser. Ils sont bien du sud-ouest aussi. Ils ont un bon accent bien local. En fait, ils arrivent et ils se rendent compte des pièges que tend la situation de soins. En fait, la situation de soins, sans qu'on le veuille, va faire que la personne qu'on va soigner, dont on va prendre soin, elle est allongée souvent ou elle est assise. Vous êtes debout. Vous allez essayer de verticaliser ou vous allez essayer de retourner. Et en fait, rien que par ces gestes, vous risquez de déclencher à votre corps défendant, alors que vous venez avec votre bon cœur, votre bon sens aider l'autre, vous risquez de déclencher un trouble du comportement par incompréhension totale de la situation par celui qui est aidé. Parce que celui qui est aidé, il a quand on vit dans l'établissement de monsieur, on a entre 7 et 8 pathologies, on a une maladie neuroévolutive, bref, c'est bien terminé, quoi. Et les soignants sont confrontés à des situations pour lesquelles ils sont pas armés, et pour lesquelles ils n'ont pas les outils relationnels pour, et c'est ça qu'ont découvert les auteurs, c'est le piège de la non-professionnalisation du lien entre celui qui aide et celui qui est aidé. On part du principe que c'est évident, que c'est naturel, entrer en relation avec quelqu'un, c'est simple, on le fait, c'est bien évident. Oui, mais vous réagissez à ce que je dis, on est à peu près à équivalence de regard, et les auteurs de l'humanitude se sont rendus compte que tout ça c'était piégeux, qu'on n'avait pas professionnalisé les 4 grands piliers qui font qu'on se reconnaît comme des êtres humains et que la relation est possible. C'est les types de regards. Quel type de regard on a, comment on s'échange entre soi. Tant que le regard n'est pas atteint, il ne faut pas entrer dans le soin.
Autrement, on risque de déclencher une réaction de défense de la part de celui qui se sent agressé par quelqu'un qui pourtant vient pour l'aider. Et donc, c'est tout ça qu'ils ont déminé. Donc, ils ont déminé les regards, ils ont déminé les paroles, les échanges de liens, les gestes, tous les gestes. Le geste typique, c'est la pince. C'est le geste qui risque de déclencher dans la mémoire émotionnelle de celui qui le reçoit pas quelque chose de positif. Donc, là encore, effet de défense qui est traduit par les soignants comme « il est agressif ». Et hop, on rentre dans une incompréhension mutuelle. Et la verticalité, c'est, depuis que le gamin, il a même pas 1 an, on est au courant que c'est un petit peu important. Il faut verticaliser 20 minutes par 24 heures. Par 24 heures. Et les personnes ne deviennent pas grabataires. Et les personnes ne deviennent pas grabataires. Ce qui est étonnant dans la démarche de Humanitude, c'est qu'il y a une réflexion éthique très profonde et en même temps des outils très concrets, en fait. Et la formation, c'est vraiment ça, déployer cette réflexion, la partager et mettre en œuvre. Mais en situation réelle de travail, comme vous le faites, c'est-à-dire auprès des situations qui posent des difficultés aux équipes. Nos formateurs sont tous des professionnels de santé qu'on met 1 an à former pour devenir formateurs, parce que apprendre les 150 techniques de prendre soin, la philosophie de soin et apprendre à la déployer, ça prend du temps. Hein. Et nous, derrière, nos formateurs vont aller dans les services avec les équipes en formation et ils vont prendre soin avec les professionnels des situations les plus critiques, c'est-à-dire des situations où le matin, c'est écrit sur les transmissions, agressif plus, on n'en peut plus, on n'y arrive pas, la personne se débat, refus de soins. Et ça, quand vous allez tous les matins dans votre service et que vous savez que vous allez toquer à la porte de 4, 5, 6 personnes pour lesquelles vous avez... vous êtes vraiment pas à l'aise, quoi. Vous n'êtes pas outillé, c'est difficile. Conclusion, ils y vont. On va avec les professionnels. On va outiller la relation. Donc, on ne va pas entrer en relation avec la personne aidée sans utiliser les regards, les paroles, les touchés adaptés. On va aider à la verticalité. Et c'est ce qu'on mesure, en effet, avant formation, après formation. Sur 111 malades, on a fait une étude sur 111 personnes accompagnées. On a une baisse de 83% des troubles du comportement. On aurait envie de dire que ça améliore la relation entre le bénéficiaire et le soignant. Nous, on parle ici de sinistralité. Dans quelle mesure ça a un impact sur la sinistralité? Dans quelle mesure on vient vous voir pour les formations aussi à partir de problématiques de sinistralité et de risques professionnels? C'est essentiellement pour ça qu'on nous contacte. Hein. Les professionnels nous appellent en disant on a trop de troubles du comportement, on a trop de personnes en arrêt maladie, épuisées, en situation d'impuissance. Il semblerait qu'avec vous, ça a l'air de marcher. Enfin, en gros, c'est ça. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on risque? Donc, on va essayer. Et nous, ce qu'on constate, c'est que ça ne fonctionne, et ça fonctionne à l'instant T, mais ça se pérennise si il y a une culture qui change. Ça ne se pérennise que si la direction de l'établissement se rend compte du terrain miné dans lequel on est et outille la pérennisation des enseignements. Et typiquement, met en place des salles d'enseignement où, en plus des enseignements initiaux qu'on va ramener, pérennise avec des ateliers, des révisions. Et c'est comme ça que les établissements qui avaient réussi à le pérenniser dans le temps se sont réunis avec nous et on a créé une association ensemble pour mettre à plat tout ça, mettre un référentiel dessus, mettre vraiment des principes, toute une démarche, jusqu'à un label, le label Humanitude. Le label Humanitude aujourd'hui, qui est partagé par des centaines d'établissements. Hein. C'est aujourd'hui un label avec des indicateurs très précis, 5 grands principes. Dont la sinistralité. Dont la sinistralité, 5 ans avec une auto-évaluation, des visites, puis les renouveler tous les 5 ans. Donc le protocole est vraiment très précis. J'aurais envie de vous dire... Dans ce temps assez particulier, dans cette crise sanitaire du Covid, comment est-ce que les établissements avec ce label-là ont pu maintenir l'esprit de l'Humanitude et le niveau de pratique qui est exigé malgré cette crise-là? En quoi ce label les a aidés? Alors, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Ça tombe bien, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, est en train de plonger les projecteurs sur 2 établissements labellisés parce qu'en fait, ils se rendent compte que les chiffres sont parlants.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment des chiffres très intéressants de diminution de la sinistralité dans le temps. Et même malgré la crise, ça tient. Donc, ils sont intéressés de savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Les a aidés à mieux traverser cette crise? Alors nous, ce qu'on ressent, et ce qu'ils nous disent, et ce qu'on peut observer, c'est que la culture était ancrée. Ça faisait des années qu'ils se formaient, ça faisait des années qu'ils avaient révisé leurs pratiques, qu'ils avaient pris l'habitude de tous les jours se poser pour analyser les situations, de toutes les semaines avoir ces temps d'analyse de pratique, de révision, et d'avoir cette philosophie de soins avec ces principes bien au clair dans leur tête. Ce qui fait que quand le Covid est arrivé, ils ont fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils se sont mangés, c'est-à-dire ils ont été sidérés par la violence de l'arrivée du virus. Mais avec derrière eux, le savoir-faire qui était ancré, autonomisé dans les mains et dans les savoirs des soignants, et avec une direction qui était bien au clair sur le risque de troubles du comportement qui pouvaient revenir, surtout quand on se transforme avec des masques, transforme en cosmonaute quand même. Hein. Donc on va déclencher des troubles du comportement simplement en essayant de protéger les autres. Et donc ils ont redoublé de techniques, ils ont redoublé d'imagination, ils ont redoublé de regard, de paroles, de toucher, parce qu'ils savaient que ça, c'était vital pour éviter que ça ne reparte dans un cercle vicieux. Donc ils se sont pris le Covid, ils se sont arrêtés et hop, ils ont remis en route automatiquement les techniques, les savoir-faire, etc. Et ça n'a pas été simple selon les régions. Hein. Ceux qui étaient dans l'Est au départ, ceux qui étaient dans l'Ouest aussi. N'empêche que, de ce qu'on peut voir, cette culture, elle est bien ancrée. Cette culture, elle peut reculer parce que la violence, elle peut être forte. Mais les cales sont bien posées visiblement et ça lâche pas. Jusque-là, ça lâche pas. Vous avez dit un élément fort, c'est qu'ils ont toujours essayé de garder cette verticalisation, ces moments d'écoute et rencontre, et puis de maintenir les activités dans le couloir. On ouvre les portes et on continue à faire les activités dans le couloir pour garder toujours ce lien de contact. Et c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que l'humanitude, c'est le lien entre les deux. On n'abandonne ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qu'on essaye d'aller au bon niveau de soins, dans le bon niveau de santé, dans le bon niveau de prendre soin de la personne aidée, parce que c'est pour ça qu'on est là. Mais en même temps, on prend soin de soi. Et on prend soin de la qualité de vie au travail. Si on ne prend pas soin de l'un ou de l'autre, ça se déséquilibre et ça fonctionne pas. Et donc, les activités, elles étaient aussi utiles et aussi ressourçantes pour les personnes aidées que pour les professionnels. Et ils nous le disent. Est-ce que vous avez l'impression que sortira de cette crise, chez à la fois les directeurs d'établissement et les pouvoirs publics, la volonté, la conscience de mieux outiller le care et de mettre en œuvre une prévention des risques intégrant une meilleure autonomisation dans la relation de soins? Est-ce que de ce que vous voyez de ces deux acteurs clés, vous êtes plutôt optimiste et espérante? On est toujours optimiste et espérant. Et puis c'est aussi les labellisés qui nous poussent. Hein, mais très concrètement, là aujourd'hui, il y a vraiment urgence à faire évoluer les formations initiales. C'est-à-dire qu'il est quand même bien dommage que des employeurs embauchent des professionnels qui n'ont pas ces outils-là dans les mains, qui n'ont pas ces techniques de regard, de parole, de toucher, cette politique de prévention, cette culture du prendre soin au bon niveau de soin, et non pas de faire pour faire, d'être dans la culture soignante très très brute. Bon, tout ça, ça s'enseigne. Et ça s'enseigne dès le début. C'est bien dommage qu'on soit obligé de déformer pour reformer. Ça, c'est pas raisonnable. On n'a pas les moyens. On n'a plus les moyens. Mais il y a de l'espoir. C'est possible. Il y a de l'espoir. Autre enjeu d'autonomisation, autre enjeu de culture de prévention à développer. On le voit dans les aides techniques, on le voit dans la relation de soins, dans l'organisation de travail aussi. Et on va aller dans l'Aisne pour en parler avec vous, Dominique Villa. C'est compliqué, l'organisation de travail dans le monde du soin et dans le monde du soin à la personne et du soin à domicile particulièrement. C'est souvent hiérarchisé, c'est souvent administré. Et c'est un univers où vous avez commencé votre carrière il y a bien longtemps. Dans cette approche un peu hiérarchisée, administrée, vous faisiez des plannings. Et puis à un moment, vous vous êtes dit, il va falloir qu'on change tout de même d'approche, on ne va pas faire des plannings tout le temps. Et vous avez notamment décidé, c'était en 2010, 2009-2010, de faire une formation à l'ESSEC en management pour essayer de penser autrement les choses. Et vous avez pensé autrement cet univers, ce mode d'organisation que vous décrivez aujourd'hui, et le terme est vraiment très fort, comme vicié et vicieux. En quoi, pour
pour vous l'organisation du travail dans ce monde-là, parfois peut-être viciée et vicieuse? C'est intéressant de le prendre par ce biais-là, alors qu'on est typiquement dans une démarche appréciative, mais il faut, dans ce type de démarche, il faut aussi commencer par le début. Pourquoi elle est viciée et vicieuse? Tout simplement parce que, et c'est un peu quand même la thématique de toute la journée sur Eurogip, on est dans un secteur, l'aide à domicile particulièrement, et l'aide à domicile finalement récupère aussi un certain nombre de problématiques qui viennent d'un peu plus haut, du soin, avec particulièrement aussi des glissements de tâches, mais on a une multiplication finalement de difficultés qui s'offrent à nous et finalement d'éléments qui viennent contrecarrer le management de la structure, des organisations, voire même celle de la responsabilité de l'employeur liée à la santé au travail. Et quand on imagine ces éléments-là, on s'aperçoit que finalement on est que ce soit sur la charge émotionnelle, que ce soit sur la charge physique, que la charge mentale, que ce soit sur vraiment toutes les grandes familles de contraintes, et sans oublier derrière, et on l'évoquera, je présume, dans quelques minutes, l'aspect de rigidité des organisations. On se retrouve avec un nombre de déficits de mots MAUX, qui sont les grandes causes perdues de l'aide à domicile, sur lesquelles on se bat depuis des années sans parvenir à trouver une solution. Et c'est pas le manque de réflexion des directions ou des équipes, c'est beaucoup de services d'aide à domicile font ce qu'ils peuvent et font énormément d'efforts pour améliorer la situation de santé au travail, voire de bien-être au travail. Mais c'est trop difficile, et la difficulté vient que quand on ne touche qu'à un seul levier, ou à quelques-uns, il y a tous ceux qui sont les cercles viciés ou vicieux qui viennent contrecarrer les bonnes intentions de départ. Et on se retrouve avec un taux d'accidentologie explosif, un taux d'absentéisme qui est incroyable, un taux de turnover qui est fantastique. C'est-à-dire qu'on utilise des mots, et là je le fais je dirais à foison, des mots positifs pour exprimer une situation qui est totalement anarchique dans le prendre soin des collaborateurs. De sinistralité s'est exprimée au sein de votre entreprise dans ce cercle infernal, si je puis dire? C'est-à-dire que c'est de plus en plus, et on a vu ça d'ailleurs depuis maintenant une dizaine d'années, moi qui suis là depuis très longtemps, on s'est aperçu que de plus en plus l'empreinte des accidents de travail, et donc de l'accidentologie, mais aussi des impacts de ces accidents sur la santé des collaborateurs, sur les fins de carrière. C'est-à-dire que finalement, partir à la retraite en aide à domicile, c'est presque un miracle. Sur le fait que cet aspect d'accidentologie et voire même de maladie au travail amène à ce que on soit tellement dans un turnover de personnel qu'il est difficile même de parvenir à acculturer. C'est-à-dire, quand on parle de formation, par exemple, si vous avez un turnover de personnel qui est de 20% ou 25% dans la structure, finalement, vous avez un cinquième ou un quart de votre personnel sur l'année qui a probablement été formé et qui est parti voir ailleurs. Et donc, quand on constate ça, on prend des mesures pour que petit à petit ça change. Vous avez pris, vous, pour changer, c'est inspirer de ces approches de management et inspirer aussi beaucoup de l'autonomisation des équipes. C'est-à-dire, pour que ça change, on va faire confiance et on va donner les moyens de cette confiance-là, outiller la relation de sang, outiller la confiance. En quoi cette idée d'autonomisation était-elle essentielle et comment est-ce que vous l'avez concrètement mis en œuvre au sein de vos équipes ? Sur le terme d'automatisation,
Nous, on y voit plutôt un échelon qui est celui de la subsidiarité. Et finalement du bon niveau de décision à partir de la personne. Et c'est vrai que dans l'aide à domicile, ce niveau de décision, le plus souvent, est lié à l'encadrement intermédiaire. C'est lui qui organise la planification, les organisations. C'est lui qui dicte un petit peu qui va chez qui, en fonction plutôt de la logistique, même si on y met des ingrédients quand même de connaissance du bénéficiaire, de formation, de qualification, voire d'expertise particulière. On n'arrive pas à ce niveau de subsidiarité si on n'a pas déjà mené un certain nombre d'actions qui vont permettre à un moment donné de basculer. Donc, pour pouvoir basculer vers ces équipes qu'on dit nous à Eden autonomes, responsables et délibérées, c'est parvenir à le fait d'avoir des petites unités entre 8 et 10 salariés, d'être sur des secteurs géographiques bien déterminés et absolument non poreux avec d'autres secteurs ou d'autres quartiers des villes, c'est d'avoir vraiment des équipes qui travaillent dans un collectif très recentré et qui, si elles font partie bien sûr de la structure, elles vivent quand même une vie collective qui est liée à cette petite équipe. Ce qu'on y retrouve aussi derrière, c'est que pour parvenir à cette approche, il faut déjà avoir instauré un climat, j'allais dire de confiance. Mais pour arriver à la confiance, c'est autre chose. C'est de bienveillance, de réflexion liée justement au fait que à un certain niveau d'absentéisme, c'est que il y a une responsabilité employeur qui est évidente et qui est insuffisamment réfléchie. C'est de partir d'un certain nombre de constats, de voir quelles sont déjà les aides qui peuvent venir à un moment donné suppléer les impossibilités financières des structures. Et on a évoqué à un moment donné aujourd'hui l'aide de la CARSAT, par exemple, sur les contrats de santé. C'est ce qu'on a eu à Eden dans un échelon, un premier temps et un deuxième temps encore très récemment, qui vient justement caractériser notre travail sur l'autonomie des équipes. C'est que pour parvenir à ce résultat, c'est réellement une politique managériale liée au fait qu'on puisse à un moment donné délibérer totalement les aspects de hiérarchie au travail et de responsabilité au bon endroit. Oui, je voudrais qu'on mette en résonance un peu votre exemple avec une initiative qui nous vient d'Allemagne. Je le disais dans l'introduction, c'est le programme Prévention 4.0 que Paul Fuchs-Fronhofen, qui est ergonome, a mis en place. C'est un programme ambitieux porté par les autorités allemandes qui vise à rassembler des experts, des chercheurs, avec aussi des professionnels de terrain pour trouver des solutions innovantes, notamment en matière technologique, pour améliorer la prévention des risques professionnels dans le secteur. C'est des groupes de travail qui ont été menés, qui sont toujours en cours. Il y a un certain nombre de dispositifs, notamment des applications pour les infirmières, qui sont déjà sortis de ces programmes-là. On va écouter Paul Fuchs-Fronhofen nous parler de cette approche qui est revendiquée comme vraiment participative et collaborative. Paul Fuchs-Fronhofen, Allemagne. La culture participative dans le projet Pflegeprävention 4. Notre expérience montre que si on ne s'adresse qu'aux experts et que l'on n'intègre pas ceux qui sont sur le terrain dans votre projet, on ne va pas trouver de solution qui correspondent aux besoins quotidiens des employés pour améliorer leurs conditions de travail. Il y a toujours cette position un petit peu trop haute des experts qui ne voient pas les problèmes quotidiens des salariés et des employés. Ils font donc s'engager dans un processus participatif. Il faut être créatif et associer cette approche participative à la réalité quotidienne. Parfois, il s'agit simplement d'accompagner l'employé
sur son lieu de travail et éventuellement les aider et de leur poser des questions sur des problèmes particuliers. Quels nouveaux outils grâce à l'approche participative? Les infirmières ont souvent des problèmes lorsqu'elles doivent traiter beaucoup de patients. Elles ne connaissent pas forcément en détail l'état de santé de chaque patient. Cet outil peut donc leur permettre d'avoir des informations sur ce qui se passe pour tel et tel patient ou elles peuvent entamer des actes de prévention grâce à ces informations. Donc, il faut identifier les données qui sont collectées grâce à cette technologie de capteurs et les présenter aux infirmières. La question qu'on s'est posée, c'est comment organiser les résultats des données recueillies par ces capteurs de sorte que le personnel infirmier puisse véritablement l'exploiter dans son travail. Donc, par l'approche participative, nous avons réuni les infirmières et les développeurs de cette technologie. Et les infirmières ont expliqué comment l'information doit être structurée, organisée et être présentée de façon à ce que leur utilisation soit véritablement pratique dans leur travail. L'approche participative, un moyen de mieux intégrer les solutions technologiques. Je dirais qu'il y a un changement d'état d'esprit dans les deux groupes. Du côté des ingénieurs, par exemple, qui connaissent la sécurité, les nouvelles technologies. Il s'agit d'être sensibiliser à la nécessité d'écouter les infirmières, d'écouter le personnel qui travaille sur le terrain. Et ils doivent s'adapter et quitter un peu leur casquette d'expert et poser des questions comme « Comment pourrais-je vous aider ? Comment est-ce que mes connaissances peuvent vous aider à mieux travailler dans votre environnement de santé ?» Donc, il faut travailler un petit peu sur le changement d'état d'esprit des ingénieurs. Et du côté des infirmières, parfois, elles n'ont pas l'idée de comment trouver une solution parce qu'elles n'ont pas l'habitude de changer leur pratique de travail ou d'intégrer une nouvelle technologie dans leur travail. Il faut donc les sensibiliser à la nécessité du fait qu'elles doivent avoir confiance en elles et qu'elles peuvent faire partie de la solution au problème, qu'elles ont tout à fait les compétences pour le faire. Quel bilan du déploiement de cette approche participative ? La participation doit faire partie de la culture dans différents domaines et en interne, et elle ne doit pas être parachutée par quelqu'un de l'extérieur. Il s'agit donc de promouvoir cette culture. Et il faut identifier les personnes clés qui vont être par exemple un symbole pour la participation, les promoteurs du changement, les porteurs de cette culture pour que ce changement d'état d'esprit se diffuse dans l'ensemble de l'organisation et qu'ensuite, lorsque le message est compris, les processus sont intégrés et qu'on se tourne vers cette personne, vers ce symbole et qu'on se rende compte qu'on peut suivre ses recommandations. Dominique Villa, comment est-ce que vous réagissez à cette initiative allemande très forte, un peu sur la volonté de casser un peu
les principes de sachant, d'être dans des principes un peu plus collaboratifs. Et je compléterai la question en disant, dans cette approche-là, mais dans votre approche aussi d'autonomisation, qu'est-ce qu'on fait de ceux et de celles qui n'ont pas envie de ça, n'ont pas envie de participer, n'ont pas envie de s'autonomiser? On vient tout de même d'un monde de culture très domestique à la base, donc qu'est-ce qu'on fait de ceux qui, non pas résistent, mais n'y arrivent pas ou veulent pas? Vous voulez que je vous montre le cimetière des éléphants de tous ceux qui ont résisté? Non, mais pour déjà répondre à ce que je viens d'entendre, c'est effectivement, moi j'adore c'est l'aspect de cette présentation à deux titres. Je l'aime bien évidemment dans laisser le bon niveau d'expérience et de choix aux collaborateurs. Ça me paraît quelque chose qui est essentiel. C'est ce qui donne, je dirais, toute réalité à la transformation qu'on a menée maintenant depuis plus de 2 ans, qui est Rêve Évolution. C'est vraiment essayer non seulement que y ait le plus possible de choix à partir des collaborateurs de terrain qui eux voient et vivent l'expérience de la fragilité et de l'accompagnement des personnes fragiles, avec le fait que dans cette expérience-là, les personnes administratives, l'encadrement, le management, la direction n'est qu'une fonction ressource de ces personnes-là. Ils ne viennent aider et suppléer que quand on ne trouve pas une bonne solution, ou viennent renforcer l'idée que à un moment donné, effectivement, on peut faire mieux, on peut faire autrement, parce que justement, on est dans cette collaboration active et bienveillante. Ensuite, dans la deuxième question, et évidemment, je retirerai tous les ossements de ce faux cimetière, de tous ceux qui rentreraient pas dans la démarche. J'ai quand même pour principe de dire que on ne peut pas faire le bonheur des personnes contre elles. Je dirais que le principe de changement managérial et de laisser, je dirais, les collaborateurs être dans une expérience qui est celle de je peux avoir le choix, je peux choisir mon organisation, je peux avoir un très bon équilibre entre ma vie perso et ma vie professionnelle, je peux avoir une équipe qui est en soutien du travail que je fais. J'ai des fonctions ressources qui viennent m'aider autant sur le bien-être au travail que sur ma santé, que sur l'aménagement du domicile avec notre ergothérapeute. Donc, à un moment donné, évidemment, il peut y avoir des personnes qui se trouvent en décalage avec cette proposition. Si c'est le cas, une fois, je dirais, avoir fait le maximum pour pouvoir finalement faire changer un petit peu la personne, puisque c'est aussi une question d'acculturation, c'est-à-dire que on est bien dans un changement qui peut être considéré comme important et qu'on a plutôt envie qu'on choisisse à notre place. C'est dans notre vie, on se comporte aussi de temps en temps comme des enfants où on a besoin de l'adulte qui vienne prendre des décisions à notre place. Là, c'est certain, c'est que il y a une fois qu'on a tout tenté, il n'y a pas forcément de place pour des personnes qui voudraient d'autres choix que celui-ci. Et c'est pas une déficience du management à ce niveau-là, c'est plutôt une opportunité, c'est-à-dire de dire finalement dans ce secteur, une fois qu'on a mis les leviers positifs en place et que justement les cercles, à la place d'être vicieux, deviennent vertueux, et que vous y retrouvez pas, effectivement, il y a peut-être un choix professionnel à retester là. Alors, je voudrais, avant de prendre les questions de nos auditeurs, et vous pouvez continuer évidemment à nous envoyer questions et messages, me tourner vers les deux membres de la KTMP pour avoir un peu vos regards et vos impressions sur tout ce qu'on s'est dit, notamment dans cette table ronde sur la culture de la prévention. Ronald Schuller, dans quelle mesure il y a dans cette idée de l'autonomisation quelque chose qui vous paraît vraiment clé, fondamentale dans l'intégration de ce que peut être une culture de prévention dans un secteur comme celui-là? Bien. Et qu'est-ce que vous retenez aussi de ce que vous venez d'entendre? Ouais, tout d'abord, je vais me permettre de remercier Eurogip pour l'organisation de cette journée. Il y a eu aussi un rapport de la ministre El Khomri qui avait mis en évidence les problématiques rencontrées dans le secteur. Et il a fallu la pandémie, depuis 1 an, pour que les projecteurs vraiment soient
soit fixé, je dirais, sur ces différents secteurs d'activité et qu'on remette en avant toutes les problématiques de santé au travail qu'on rencontre, santé aussi bien pour les salariés et aussi pour les résidents, parce que les résidents aussi ont des problèmes de santé qu'il faut mettre en avant du fait de leurs conditions d'hébergement. Alors, moi, je suis très heureux d'entendre les expériences qui ont été partagées par les deux intervenants qui m'ont précédé, mais c'est vrai qu'il faut remettre ces expériences dans le contexte soit social, soit éventuellement le contexte financier au moment de l'intégration de ces mises en œuvre dans les différents établissements. Après, on est sur des établissements qui sont plus ou moins importants. Il faut savoir que sur les 7500 EHPAD qui existent en France, il y a des établissements très importants, mais c'est pas la majorité. La majorité, c'est quand même des petites structures où on n'a pas forcément les mêmes moyens, je dirais, tant financiers en investissement que humains pour justement mettre en avant ces bonnes pratiques qui sont là, des deux intervenants qui viennent de me précéder. Moi, j'aimerais bien qu'on retire ces bonnes pratiques et qu'on les transpose dans l'ensemble du milieu, et pas seulement dans les EHPAD. Il y a aussi les résidences d'autonomie, il y a les unités de soins longue durée, il y a les maisons de retraite qui ont à peu près les mêmes problématiques, comme dans le secteur hospitalier, où on peut faire la transversalité entre les problèmes rencontrés chez les uns et chez les autres. Après, rendre ou donner une plus grande autonomie aux salariés pour améliorer leurs conditions de travail, oui, moi je suis tout à fait d'accord. Mais maintenant, soyons très attentifs aussi à ce qu'on entend par rendre une autonomie aux salariés. Est-ce que demain, un salarié qui sera dans une petite structure avec des horaires de nuit, etc., ou le salarié qui va chez le particulier, quelle autonomie lui rendre par rapport à ? Et moi, je suis très surpris parce que depuis ce matin, j'ai suivi en visio les débats où j'ai pas pu participer à la table ronde, puisque je suis là seulement maintenant. Mais on n'a jamais parlé d'un élément important, me semble-t-il, c'est le médecin du travail. Le médecin du travail, dedans tout ça, il a un rôle hyper important. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais entendu évoquer le médecin du travail. Au même titre que dans les structures importantes, la commission de santé, sécurité et conditions de travail. Les syndicats représentatifs ou pas dans les établissements, parce qu'il n'y en a pas partout, ont un rôle à jouer au niveau des IRP, des instances représentatives du personnel, pour justement appuyer cette démarche de prévention au travail. Et je veux dire, voilà, c'est un petit peu l'absence de ces évocations de ces personnels, enfin de cette aide qui peut être apportée. Alors j'ai été très heureux par contre d'entendre dire que les CARSAT ont apporté, voilà, les CARSAT c'est notre domaine à nous, c'est la première mission de la commission ATMP, c'est justement par l'intermédiaire des CARSAT d'apporter une aide tant technique que financière à l'installation de ces automatisations et pas autonomisation sur le monde du travail. Et je veux dire, voilà, je pense que le rôle des CARSAT a été, comme vous l'avez évoqué précédemment, un des éléments aussi dans cette aide à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Oui, il y a un enjeu aussi de relais en interne et de relais sur la diffusion de cette culture à travers la présence des syndicats, des commissions, à travers la médecine du travail. Et en effet, c'est assez peu revenu dans les débats du jour. C'est un fait. Comment est-ce que vous réagissez, vous, Ghislaine, à ce que vous avez entendu? Et je dirais, en quoi ça fait écho avec le monde du bâtiment? C'est d'autant plus intéressant que Myriam El Khomri le disait ce matin. Elle est allée regarder du côté du BTP, où la culture de la prévention a été vraiment pionnière. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que de suite, on met en corrélation le bâtiment avec ces structures, puisque ça touche à tout ce qui est main-d'œuvre, et effectivement, ça fait écho. Alors, on a souvent comparé les indices de fréquence, sachant que dans les structures d'accueil aux soins, c'est le double du bâtiment actuellement. Bon, le bâtiment revient de loin. Il faut se souvenir quand même que on a diminué de 75% la sinistralité de 64 à maintenant. Bon, que le bâtiment est... Il ne s'agit pas de comparer quand même les deux filières, mais c'est été structuré très en amont avec différents organismes, et notamment l'OPP-BTP qui a été créé en 1947, qui a accompagné les entreprises dans des démarches de prévention. Donc, et le personnel n'est pas identique dans la mesure où vous avez un personnel masculin beaucoup plus important d'un bâtiment par rapport au secteur à la personne, bien évidemment.
Rien que cette différence qui n'est pas anodine. Et puis, les risques évoluent différemment. Si les TMS sont un point commun, les RPS le sont moins, par exemple. Donc, Et c'est ce que disait Stéphane. comparaison n'est pas raison, si vous voulez, au bout d'un moment. Cumule tous les risques. C'est le premier, et c'est normal, c'est la première réaction, et tant mieux si le BTP peut être une référence, parce que l'OPP-BTP, pour citer cet organisme, a quand même fait des études lancées, je crois, en 2003, sur prévention et performance, et qui a démontré la corrélation. Alors, performance, c'est pas forcément rentabilité, etc., c'est la qualité de vie, c'est vraiment tout l'apport de la prévention. Donc, et justement, sur ce qui m'a frappé autour des débats que j'ai suivis toute la journée, c'est que le rôle, la prévention, c'est un métier. C'est un métier à part entière. Il ne s'agit pas de se dire on va mettre en place certaines structures et c'est fait une fois pour toutes. C'est pas vrai. C'est tout le long. D'abord, les pathologies évoluent. Non seulement il faut une sensibilisation de la gouvernance, au sens large, vous l'avez dit très justement, monsieur, et puis après, il faut sensibiliser le personnel, il faut entraîner le personnel. C'est vrai qu'il y a des niveaux transverses, bien évidemment, mais il y a aussi une réalité concrète à chaque secteur. Là, vous avez parlé de verticalité, ça ne va pas se poser de la même façon, évidemment, dans le BTP. Donc, il faut adapter la réponse à chacun des secteurs. Il faut être à l'écoute du personnel soignant à cet égard. Et je pense que c'est vraiment la convergence de la volonté de tout à chacun qui aboutit. Et en fait, évidemment, dans les entreprises, il y a le document unique. Et malheureusement, peut-être que certains ont considéré que c'était un document purement administratif. Ce n'est pas un document administratif. C'est un document qui doit être rempli en prenant en considération tous les effets qu'il peut avoir. Donc, évidemment qu'il faut se projeter, vous l'avez dit, dans le futur. C'est une mission pérenne et qui évolue au fur et à mesure. Les TMS, c'est une émergence actuelle. Ça ne l'était pas il y a quelques années. Et c'est lié aussi à notre mode de vie. Il ne faut pas le nier. Donc, à partir de là, c'est une perpétuelle remise en question. Les actions que nous mettons en place aujourd'hui ne seront pas forcément les mêmes demain. De même que les pathologies que l'on va trouver ne seront pas les mêmes. C'est une mutation perpétuelle. Il faut s'adapter, se réadapter à chaque fois. De même que l'innovation technologique est primordiale. Il est évident que si nous n'avons pas d'innovation technologique, eh bien, la prévention va se heurter à certains freins. Dans le bâtiment, l'exosquelette a été, par exemple, un des points phares, bien évidemment, pour ne citer que celui-ci. Aujourd'hui sur l'exosquelette aussi, d'ailleurs, dans le monde du soin. Voilà, tout à fait. Notamment en Italie. Il y a une autre chose dont on n'a pas du tout parlé dans cette journée, qui est présent dans le rapport El Khomri, c'est le levier de la tarification. Et dans son rapport, Myriam El Khomri regrette le fait que, d'abord, il y a plein de systèmes de tarification, mais qu'on est beaucoup sur une tarification collective et très peu sur une tarification individuelle qui, dit-elle, est plus responsabilisante, puisque du coup, chacun vit sa tarification à la mesure de sa sinistralité. Est-ce qu'il y a, vous qui connaissez très bien les problématiques de tarification, il y a un enjeu à déployer beaucoup plus globalement une tarification individuelle à l'échelle d'un secteur comme celui du soin à la personne pour inscrire mieux cette culture de responsabilisation et de prévention? Alors, si vous voulez bien, avant de répondre à votre question précise, je voudrais remettre en place certains principes qu'il faut avoir en tête pour bien comprendre. Nous sommes représentants, Ronald et moi, à la Commission des actions du travail et maladies professionnelles, qui est paritaire, donc composée de représentants salariés, de représentants employeurs, qui s'occupent de réparation, tarification et prévention. Il faut savoir que c'est un paritarisme que je qualifie de dynamique. Pourquoi ? Parce que, évidemment, nous négocions la COG, qui est la feuille de route, en quelque sorte, sur les grandes orientations que va prendre la branche en matière de tarification, prévention, etc. Mais elle va également être leader dans des réformes en matière de tarification, en matière de procédures, accidents du travail et maladies professionnelles. Et ce n'est pas un texte qu'on nous soumet
que l'on va valider ou non. Ce sont des négociations. Ce sont des réunions avec des simulations qui sont demandées auprès des services de la direction des risques professionnels qui sont extrêmement compétents, tels que le service de vérification, des statistiques, l'ensemble et nous nous enrichissons également des travaux qui sont effectués par Eurogip, par l'INRS et voire d'autres organismes tels que l'IRDES. À partir de là, si vous voulez, il faut avoir ça en tête. C'est très important parce que quand on réfléchit sur une réforme, on l'évalue. On évalue son impact, les incidences dans le futur, et il faut trouver des points d'entente. Mais alors, du coup, sur cette tarification... Donc, à partir de là... Donc, c'est quand même une méthode de travail importante pour comprendre. Donc, à partir de là, en matière de tarification, il est évident que c'est avant tout les représentants des filières concernées qui vont être mis en avant, qui vont être sollicités pour trouver éventuellement des modus vivendi sur si on devait éventuellement faire évoluer la tarification. Et c'est un point très important. Dans l'absolu, la tarification, il faut savoir que un taux de cotisation action du travail et maladie professionnelle, ce n'est pas un taux unique pour toutes les entreprises. Ce n'est pas 2% pour toutes les entreprises. Non, c'est justement le taux action du travail a pour objectif de faire apparaître en partie ou totalement la sinistralité d'une entreprise ou d'un secteur. À partir de là, eh bien, il y a des variations de taux. Il y a 3 modes de tarification, pour faire très court. C'est la tarification collective, la tarification mixte et la tarification individuelle, en fonction du secteur, de l'effectif de l'entreprise. Donc, pour la tarification collective, c'est les entreprises de 1 à 19 salariés. La tarification mixte, c'est de 20 à 149 salariés. Et la tarification individuelle, 150 salariés et plus. Sachant que le taux collectif, ça sera le taux du secteur d'activité. Je ne vais pas dans le détail. Le taux individuel va refléter la sinistralité de l'entreprise. Et le taux mixte, eh bien, comme le nom l'indique, eh bien, ça sera un mixte de la tarification collective du secteur d'activité et de la sinistralité de l'entreprise, sachant que plus l'effectif de l'entreprise est proche de 20 salariés et plus la part du taux collectif est important, et plus la structure est proche de 150 salariés et plus son taux est individualisé. Donc à partir de là, vous avez bien compris que le taux collectif, ça va être le taux de la profession. Bon. C'est mutualisation en quelque sorte. Bon. Et puis, à l'intérieur de ce taux collectif, vous avez également, et c'est ce qui arrive dans le soin à la personne, des structures qui, quel que soit leur effectif, de toute façon, auront ce taux. Donc, à partir de là, on peut se dire c'est un levier extraordinaire. C'est un levier extraordinaire parce qu'effectivement, entre... et là, je prends une entreprise... lambda, puisque je le connais, lambda du bâtiment, entre une entreprise qui a un taux, par exemple, de 3 à 4% dans le bâtiment et une entreprise qui peut atteindre 15 à 18% pour aller dans les extrêmes et que j'ai pu connaître, les gestionnaires qui nous écoutent ont vite compris que quand vous multipliez un taux de 2% ou de 18% par la masse salariale totale, il n'y a pas photo. Donc, à partir de là, effectivement, d'aucuns pourraient dire c'est un levier extraordinaire. Cependant, il faut se méfier des fausses bonnes idées. C'est que, évidemment, que si la sinistralité est extrêmement importante dans un secteur, on peut s'interroger sur l'opportunité d'aller tout de suite dans cette direction, parce que sinon, c'est le pénaliser d'emblée. Parce que ces structures ne pourront pas assumer ce taux de cotisation. Donc, à partir de là, et sans déflorer toute négociation qui pourrait être faite à ce sujet, eh bien, il faut faire un état des lieux, il faut faire des simulations, il faut voir quelle est la solution la plus adaptée, justement, à promouvoir toutes les actions de prévention qui me semblent être dans un premier temps, sans préjuger des discussions qui pourraient avoir lieu par la suite, le levier pour justement faire baisser cette sinistralité et pouvoir permettre après
aux structures concernées de pouvoir assumer des taux variés. Il y a un enjeu d'état des lieux, il y a peut-être un enjeu de repenser un peu cette approche sans forcément que ça aille dans une direction unique et d'un coup. Il y a une autre problématique, et là aussi posée dans le rapport M. Khomri, c'est que comment est-ce qu'on fait, et ça Stéphane Pimpert l'a dit, Anne Thiébaut l'a dit, comment est-ce qu'on fait dans un secteur où on a 7 conventions collectives Ronald, est-ce qu'on peut finalement inscrire des politiques publiques de manière pérenne quand à chaque fois c'est le puzzle? Non, mais vous soulevez une des problématiques du secteur, oui, tout à fait. 7 conventions collectives, ça veut dire que nous, comme l'a dit à juste titre Justine, au niveau de la commission ATMP, elle est paritaire. Il y a autant de salariés que d'employeurs. Et des fédérations qui sont représentées. Quand vous avez 7 conventions collectives, comment aller toucher justement ces fédérations qui sont différentes, qui n'ont pas les mêmes structures, grosses ou petites, qui n'ont pas la même tarification des fois, et donc qui n'ont pas les mêmes moyens aussi financiers, etc. Je rappelle quand même que les cotisations au niveau, enfin le budget de la KTMP est uniquement des cotisations employeurs. Ça veut dire qu'ils ont droit à un regard, comme nous, sur l'utilisation de ces fonds. Mais effectivement, l'idéal serait qu'il y ait une seule convention collective qui couvre l'intégralité du champ des secteurs concernés, et nous pourrions à ce moment-là avoir des interlocuteurs plus facilement abordables et pouvoir transmettre ce message de prévention plus facilement. Mais je pense que là, alors peut-être mes enfants, ou peut-être sûrement, peut-être... Myriam El Khomri disait ce matin que ça avance. Oui, mais ça avance. Dans d'autres secteurs, la Direction générale du travail nous oblige à fusionner les conventions collectives. Je dis bien nous oblige, parce que nous ne sommes pas toujours d'accord, ni du côté employeur, ni du côté salarié, pour fusionner certaines conventions collectives. Et là, sur ces secteurs-là, on n'entend pas grand-chose. C'est une réalité. Mais c'est vrai qu'il y a du travail à faire, et je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que demain, si tous les salariés étaient traités sur la même convention collective, il y aurait peut-être déjà moins de départs, parce qu'on arriverait à valoriser plus facilement peut-être le travail, à trouver aussi une évolution de carrière dans ces métiers. Parce que souvent, quand vous rentrez dans ces métiers, vous êtes bloqué à un niveau, à un échelon, et vous ne pouvez pas progresser. Ce qui fait qu'il y a des départs. Il y a des départs aussi parce que beaucoup de gens rentrent au départ dans ces métiers de façon alimentaire. Et dès qu'il y a un métier autre qui se présente avec d'autres conditions de travail et d'autres opportunités d'évolution de carrière, ils quittent ce métier pour aller vers autre chose. Et voilà, donc il y a vraiment un travail à faire au niveau de ces secteurs d'activité. Un dernier mot, très rapidement l'un et l'autre. Qu'est-ce que vous attendriez de la COJ qui vient pour faire avancer un peu justement cette culture de prévention dans un secteur comme celui-là? Bien, pour mémoire, la dernière COJ a été signée avec beaucoup de retard, presque 1 an de retard, parce que nous étions en commission paritaire, et comme vous l'avez dit, au niveau de la COJ, nous étions d'accord pour dire, voilà, il faut nous donner plus de moyens. Aujourd'hui, ce qu'on va revendiquer, je pense que Justine sera d'accord avec moi pour la prochaine COJ, c'est des moyens financiers et des moyens humains en premier. Après, pour le reste, on sait faire. Comme elle vous l'a dit, on sait faire de la prévention, on sait trouver un terrain d'entente, on sait trouver un consensus entre les employeurs et les salariés pour dire que c'est tel secteur d'activité qui doit bénéficier de ceci ou cela. On sait le faire. Donnons-nous des moyens financiers et des moyens humains, et on saura les exploiter au niveau de la commission accident du travail, maladie professionnelle. Vous partagez la liste des... Alors, pour la prochaine COJ, effectivement, je pense que ce sujet est un sujet incontournable et un sujet d'avenir. On ne pourra pas l'écarter d'un revers de main. C'est la priorité, on est bien une des priorités. Ceci étant, on peut s'interroger, et là on sera qu'en partie d'accord, je pense, mais ce matin, j'ai écouté attentivement les débats, et j'ai à un moment donné sursauté où un directeur d'EHPAD de mémoire disait qu'il avait dû trouver des fonds à l'extérieur pour mener telle expérimentation. Quand on sait que la branche ATMP a un transfert d'1 milliard d'euros de sa branche vers la branche maladie, et ce depuis plusieurs années, au titre de la sous-déclaration, on peut aussi s'interroger pour l'avenir, sans aller dans les débats antérieurs, sur justement ce transfert. Est-ce qu'il ne serait pas désormais primordial, utile et vraiment indispensable de mettre cet argent sur la prévention ? Parce que, vous voyez, à un moment donné, et Ronald l'a bien soulevé tout à l'heure, dans un autre ordre d'idée, si on veut comparer le BTP, c'est un
formidable ascenseur social. Beaucoup de salariés vous le diront. Là, on voit que pour X raisons, ce sont des personnes qui sont plus limitées dans la progression. Donc, il faut aussi envisager toutes les mesures d'accompagnement. L'ANI, qui vient d'être signée, va dans cette direction avec la prévention de la désinsertion professionnelle. C'est un point très important. Mais pour accompagner toutes ces mesures, eh bien, il n'y a pas de mystère. Il faut des fonds. Et comme on l'a dit, ce sont des cotisations qui sont payées uniquement par les employeurs. Donc il serait légitime qu'à un moment donné, on redonne un peu de l'oxygène vers des zones qui en sont en manque criant de ces fonds pour accélérer la prévention et assurer finalement le devenir de nos aînés. Deux bonnes et deux belles paroles. Beaucoup de spectateurs nous suivent, mais on n'a pas eu de questions sur cette table ronde. Ils ont bu vos paroles, messieurs et mesdames. Merci en tous les cas à vous 4. Merci à vous 5 aussi, avec notre Dominique Villa en duplex. Merci à vous 4 pour vos éclairages et pour vos commentaires. Je vais laisser le mot de conclusion après un jingle au directeur de Rogip, Raphaël Efflinger, qui va me rejoindre. Merci à vous.